Chapitre 7. Lecture par Alain Barniche. De la seconde sortie de notre bon chevalier Don Quichotte de la Manche. On en était là, quand Don Quichotte se mit à jeter de grands cris. « Ici, disait-il, valeureux chevalier, c'est ici qu'il faut montrer la force de vos bras invincibles, car les gens de la cour remportent tout l'avantage du tournoi. » Pour accourir à ce tapage, on laissa là l'inventaire des livres qui restaient. Aussi, croit-on que sans être entendu ni confronté, la Caroleia et Léon d'Espagne s'en allèrent au feu, avec les gestes de l'empereur, composés par Don Luis de Avila. Car sans doute, ils se trouvaient dans la bibliothèque, et peut-être, si le curé les eût vus, n'aurait-il point subi ce rigoureux arrêt. Quand ils arrivèrent auprès de Don Quichotte, il avait quitté son lit et continuait à la fois ses cris et ses extravagances, frappant de tous côtés d'estoc et de taille, mais aussi éveillé que s'il n'eût jamais dormi. On le prit à bras le corps et par force on le recoucha. Quand il se fut un peu calmé, il se tourna vers le curé pour lui adresser la parole et lui dit « En vérité, seigneur archevêque Turpin, c'est une grande honte que ceux de nous qui nous appelons les 12 pères nous laissions si bonnement emporter la victoire de ce tournoi aux chevaliers de la cour, après que nous autres, les chevaliers errants, en avons enlevé les prix ces 3 jours passés. » « Faites silence, seigneur compère, répondit le curé. S'il plaît à Dieu, la chance tournera. Et ce qu'on perd aujourd'hui se peut gagner demain. Ne vous occupez pour le moment que de votre santé, car il me semble que vous devez être harassé et peut-être blessé grièvement. Blessé, non, reprit Don Quichotte, mais moulu et rompu. Cela ne fait pas de doute, car ce bâtard de Roland m'a roué de coups avec le tronc d'un chêne. Et tout cela de pure jalousie, parce qu'il voit que je suis le seul pour tenir tête à ces fanfaronnades. Mais je ne m'appellerai pas Renaud de Montauban, s'il ne me le payait pas quand je sortirai de ce lit, en dépit de tous les enchantements qui le protègent. Quant à présent, qu'on me donne à manger, car c'est ce qui se peut me venir de plus à propos, et qu'on laisse à ma charge le soin de ma vengeance. » On s'empressa d'obéir, et de lui apporter à manger. Après quoi, ils restèrent, lui, encore une fois endormi, et les autres émerveillés de sa folie. Cette même nuit, la gouvernante brûla et calcina autant de livres qu'il s'en trouvait dans la basse-cour et dans toute la maison. Et tels d'entre eux souffrirent la peine du feu, qui mériterait d'être conservés dans d'éternelles archives. Mais leur mauvais sort et la paresse de l'examinateur ne permirent point qu'ils en échappassent. Et ainsi s'accomplit pour eux le proverbe que souvent le juste paye pour le pécheur. Un des remèdes qu'imaginèrent pour le moment le curé et le barbier contre la maladie de leur ami, ce fut qu'on murât la porte du cabinet des livres afin qu'il ne les trouvât plus quand il se lèverait, espérant qu'en notant la cause, l'effet cesserait aussi. Et qu'on lui dit qu'un enchanteur les avait apportés, le cabinet et tout ce qu'il y avait dedans, ce qui fut exécuté avec beaucoup de diligence. 2 jours après, Don Quichotte se leva, et la première chose qu'il fit fut d'aller voir ses livres. Mais ne trouvant plus le cabinet où il l'avait laissé, il s'en allait le cherchant à droite et à gauche, revenait sans cesse où il avait coutume de rencontrer la porte, en tâtait la place avec les mains, et, sans mot dire, tournait, et retournait les yeux de tous côtés. Enfin, au bout d'un long espace de temps, il demanda à la gouvernante où se trouvait le cabinet de livres. La gouvernante, qui était bien stylée sur ce qu'elle devait répondre, lui dit « Quel cabinet ou quel rien du tout cherche votre grâce ? » « Il n'y a plus de cabinet ni de livres dans cette maison, car le diable lui-même a tout emporté. » « Ce n'était pas le diable, reprit la nièce, mais bien un enchanteur qui est venu sur une nuée. La nuit, après que votre grâce est partie d'ici, et mettant pied à terre d'un serpent sur lequel il était à cheval.
Il entra dans le cabinet, et je ne sais ce qu'il y fit. Mais au bout d'un instant, il sortit en s'envolant par la toiture, et laissa la maison toute pleine de fumée. Et quand nous voulûmes voir ce qu'il laissait de fait, nous ne vîmes plus ni livre ni chambre. Seulement, nous nous souvenons bien, la gouvernante et moi, qu'au moment de s'envoler, ce méchant vieillard nous cria d'en haut que c'était par une secrète inimitié qu'il portait au maître des livres et du cabinet qu'il faisait dans cette maison le dégât qu'on verrait ensuite. Il ajoutait aussi qu'il s'appelait le sage Muniaton. Freston, il a dû dire, reprit Don Quichotte. Je ne sais, répliqua la servante, s'il s'appelait Freston ou Friton, mais en tout cas c'est en ton que finit son nom. En effet, continua Don Quichotte, c'est un savant enchanteur, mon ennemi mortel, qui m'en veut parce qu'il sait, au moyen de son art et de son grimoire, que je dois dans la suite des temps me rencontrer en combat singulier avec un chevalier qu'il favorise, et que je dois aussi le vaincre, sans que sa science ne puisse m'en empêcher. C'est pour cela qu'il s'efforce de me causer tous les déplaisirs qu'il peut. Mais je l'informe, moi, qu'il ne pourra ni contredire ni éviter ce qu'a ordonné le ciel. Qui peut en douter, dit la nièce. Mais, monseigneur oncle, pourquoi vous mêlez-vous à toutes ces querelles? Ne vaudrait-il pas mieux rester pacifiquement dans sa maison que d'aller par le monde chercher du meilleur pain que celui de froment, sans considérer que bien des gens vont quérir de la laine qui reviennent tondue? Oh, ma nièce, répondit Don Quichotte, que vous êtes peu au courant des choses. Avant qu'on me tonde, moi, j'aurais rasé et arraché la barbe à tous ceux qui s'imagineraient me toucher à la pointe d'un seul cheveu. Toutes deux se turent, ne voulant pas répliquer davantage, car elles virent que la colère lui montait à la tête. Le fait est qu'il resta 15 jours dans sa maison, très calme, et sans donner le moindre indice qu'il voulût recommencer ses premières escapades, pendant lesquelles il eut de fort gracieux entretiens avec ses deux compères, le curé et le barbier, sur ce qu'il prétendait que la chose dont le monde avait le plus besoin, c'était de chevaliers errants, et qu'il fallait y ressusciter la chevalerie errante. Quelquefois le curé le contredisait, quelquefois lui cédait aussi, car à moins d'employer cet artifice, il eût été impossible d'en avoir raison. Dans ce temps-là, Don Quichotte sollicita secrètement un paysan son voisin, homme de bien, si toutefois on peut donner ce titre à celui qui est pauvre, mais comme on dit, de peu de plomb dans la cervelle. Finalement, il lui conta, lui persuada, et lui promit tant de choses que le pauvre homme se décida à partir avec lui et à lui servir d'écuyer. Entre autres choses, Don Quichotte lui disait qu'il se disposa à le suivre de bonne volonté, parce qu'il pourrait lui arriver telle aventure qu'en un tour de main il gagnât quelques îles, ou dont il le ferait gouverneur de sa vie durant. Séduit par ses promesses et d'autres semblables, Sancho Panza, c'était le nom du paysan, planta là sa femme et ses enfants, et s'enrôla comme écuyer de son voisin. Don Quichotte se mit aussitôt en mesure de chercher de l'argent, et vendant une chose, engageant l'autre, et gaspillant toutes ses affaires, il ramassa une raisonnable somme. Il se pourvut aussi d'une rondage de fer qu'il emprunta d'un de ses amis, et raccommoda du mieux qu'il put sa mauvaise salade brisée. Puis, il avisa son écuyer Sancho du jour et de l'heure où il pensait se mettre en route, pour que celui-ci se munît également de ce qu'il jugerait le plus nécessaire. Surtout, il lui recommanda d'emporter un bissac. L'autre promit qu'il n'y manquerait pas, et ajouta qu'il pensait aussi emmener un très bon âne, qu'il avait, parce qu'il ne se sentait pas fort habile sur l'exercice de la marche à pied. À ce propos de l'âne, Don Quichotte réfléchit un peu, cherchant à se rappeler si par hasard quelque chevalier errant s'était fait suivre d'un écuyer monté comme au moulin. Mais jamais sa mémoire ne put lui en fournir un seul. Cependant,
Il consentit à lui laisser emmener la bête, se proposant de l'accommoder d'une plus honorable monture dès qu'une occasion se présenterait, c'est-à-dire en enlevant le cheval au premier chevalier discourtois qui se trouverait sur son chemin. Il se pourvut aussi de chemises et des autres choses qu'il put se procurer suivant le conseil que lui avait donné l'hôtelier, son parrain. Tout cela fait et accompli, et ne prenant congé ni Panza de sa femme et de ses enfants, ni Don Quixote de sa gouvernante et de sa nièce, un beau soir, ils sortirent du pays sans être vus de personne, et ils cheminèrent si bien toute la nuit qu'au point du jour, ils se tinrent pour certains de n'être plus rattrapés. Quand même on se mettrait à leur trousse. Sancho Panza s'en allait sur son âne, comme un patriarche avec son bissac, son outre, et de plus une grande envie de se voir déjà gouverneur de l'île que son maître lui avait promise. Don Quichotte prit justement la même direction, et le même chemin qu'à sa première sortie, c'est-à-dire à travers de la plaine de Montiel, où il cheminait avec moins d'incommodité que la fois passée, car il était fort grand matin, et les rayons du soleil ne frappant que de biais, ne le gênaient point encore. Sancho Panza dit alors à son maître: que votre grâce fasse bien attention, seigneur chevalier errant, de ne point oublier ce que vous m'avez promis au sujet d'une île, car si grande qu'elle soit, je saurai bien la gouverner. À quoi Don Quichotte répondit: il faut que tu saches, ami Sancho Panza, que ce fut un usage très suivi par les anciens chevaliers errants de faire de leurs écuyers gouverneurs des îles ou royaumes qu'ils gagnaient. Et je suis bien décidé à ce qu'une si louable coutume ne se perde point par ma faute. Je pense au contraire y surpasser tous les autres, car maintes fois, et même le plus souvent, ces chevaliers attendaient que leurs écuyers fussent vieux. C'est quand ceux-ci étaient rassasiés de servir et las de passer de mauvais jours et de plus mauvaises nuits, qu'on leur donnait quelques titres de comte, ou pour le moins de marquis, avec quelques vallées ou quelques provinces à l'avenant. Mais si nous vivons, toi et moi, il peut bien se faire qu'avant 6 jours je gagne un royaume, fait de telle sorte qu'il en dépende quelques autres, ce qui viendrait tout à point pour te couronner roi d'un de ceux-ci. Et que cela ne t'étonne pas, car il arrive à ces chevaliers des aventures si étranges, d'une façon si peu vue et si peu prévue, que je pourrais facilement te donner encore plus que je ne te promets. Oh, strala, répondit Sancho Panza, si par un de ces miracles que raconte votre grâce, j'allais devenir roi, Juana Guterres, ma ménagère, ne deviendrait rien moins que reine et mes enfants infants. Qui en doute? Répondit Don Quichotte. Moi j'en doute, répliqua Sancho, car j'imagine que quand même Dieu ferait pleuvoir des royaumes sur la terre, aucun ne s'ajusterait bien à la tête de Marie Guterres. Sachez, Seigneur, qu'elle ne vaut pas 2 deniers pour être reine. Comtesse lui irait mieux. Encore, serait-ce avec l'aide de Dieu? Eh bien, laisse dans le soin à Dieu, Sancho, répondit Don Quichotte. Il lui donnera ce qui sera le plus à sa convenance. Et ne te rapetisse pas l'esprit au point de venir à te contenter d'être moins que gouverneur de province. Non, vraiment, monseigneur, répondit Sancho. Surtout ayant votre grâce, un si bon et si puissant maître, qui saura me donner ce qui me convient le mieux et ce que mes épaules pourront porter.